Alors, dans cette vidéo, nous allons continuer à réfléchir à l'apport du darwinisme sur la compréhension de la nature vivante et nous allons cette fois plus particulièrement nous intéresser en fait au problème des valeurs, les valeurs que le vivant pourrait donner ou pas à la société humaine, aux rapports humains, à partir du moment où on a compris le mécanisme de l'évolution. Alors, c'est le petit 3. La sélection naturelle doit-elle devenir une norme de la société? En fait, peu de temps après la découverte par Darwin de la théorie de l'évolution, je vous rappelle que le premier livre important, le premier livre fondamental, c'est L'origine des espèces en 1859. 1859. Bon. Après l'apparition de l'origine des espèces, bon, pendant une vingtaine d'années, la théorie darwinienne a été très discutée, ridiculisée, tournée en dérive. Mais bon, elle s'est imposée quand même de façon indéniable. Et en fait, assez vite, il y a eu des disciples de Darwin, des sympathisants, qui se sont dit, mais bon, puisqu'en fait, le cours normal de la nature, le cours normal de l'évolution, c'est le plus adapté survit, le moins adapté périt. Bon, ça veut dire qu'en fait, dans la nature, il y a des faibles et il y a des forts, et que les forts et les faibles sont faits pour mordre la poussière. Bon, donc à partir de là, vous avez eu des multitudes de théories, de théoriciens, si vous voulez, qui se sont mis en fait à considérer la nature comme la lutte des forts et des faibles ensemble, la lutte pour la survie. Hein. Struggle for Survival, c'est le thème omniprésent chez Darwin. Je crois que c'est même dans le titre de l'origine des espèces. Hein. L'origine des espèces euh, expliquée au moyen de la lutte pour la survie, Struggle for Survival. Hein. And selection of the fittest, donc le triomphe la sélection du mieux adapté, hein, la lutte pour la survie et la sélection du plus adapté. Alors ces deux thèmes, sélection du plus adapté et lutte pour la survie, sont devenus centraux chez tout un tas de penseurs, qui n'en ont pas forcément toujours fait une application très bienveillante aux sociétés humaines. C'est le moins qu'on puisse dire, parce que en fait, si vous transférez, si vous transportez cette compréhension de la nature sur les sociétés humaines, en disant bon bah finalement, alors évidemment le résultat est tout à fait monstrueux, puisque en fait c'est la base des doctrines racistes, eugénistes, qui allaient faire des ravages au XXe siècle. Hein. Alors le malheureux Darwin n'y est pas pour grand-chose, vous allez le voir dans un instant. Mais par contre, l'entourage n'est pas aussi innocent que cela. Alors, l'histoire commence avec Sir Francis Galton. C'est le cousin de Darwin, c'est donc vraiment un proche. Et en fait, c'est un grand savant britannique qui est un peu à l'origine de la météorologie moderne. C'est un mathématicien, c'est un statisticien. Voilà, c'est quelqu'un qui a fait qui a des tas de découvertes très fondamentales pour la modernité. C'est le fondateur de l'eugénisme. Alors, expliquons ce que c'est que l'eugénisme. L'eugénisme consiste, c'est une, comment dire, l'idée que la reproduction des êtres vivants ne doit pas être totalement laissée au hasard, et puisqu'il y a des forts et des faibles, des individus sains et des individus pathologiques, des individus promis à survivre et des individus promis à s'éteindre, eh bien, il faut en fait sélectionner les forts, favoriser leur reproduction et faible reproduction, hein, tout à fait comme dans un élevage, dans une ferme. Donc en fait, faire ce qui se passe dans une ferme, mais à l'échelle de la société. Hein, voilà le genre de projet monstrueux. Alors évidemment, cela revient à traiter les hommes comme des bêtes. Évidemment, cela revient à toutes sortes de monstruosités. Enfin, je n'ai pas tellement besoin, je pense, de développer ce thème pour que chacun comprenne qu'il s'agit là euh, voilà, de mesures qui conduisent à des résultats politiquement inacceptable. Hein. Alors, Francis Galton, plutôt à la fondation de la Société britannique d'eugénisme,
En 1907, hein. Alors la Société britannique d'eugénisme se donnait pour mission de favoriser les unions des individus les plus sains et de décourager la reproduction des individus les moins sains. Alors, il va sans dire que cette théorisation des rapports sociaux ou de la reproduction sociale va de pair, d'une part, avec des théories bon, extrêmement racistes, et d'autre part, avec comment dire, une naturalisation des classes sociales. C'est-à-dire qu'en fait, dans les classes sociales, dans quelle classe sociale trouve-t-on les individus les plus sains? Eh bien, certainement pas dans le prolétariat, où sévit l'alcoolisme, toutes sortes d'hérédités monstrueuses, etc., comme par exemple on le voit bien dans les romans naturalistes de Zola ou de Dickens, hein. En revanche, dans quelle classe sociale trouve-t-on les individus les plus sains? Ah, bah c'est vrai que c'est mieux quand on va du côté de la grande bourgeoisie, de l'aristocratie, où là, voilà, les enfants sont blonds, ils font du sport, ils font de l'aviron, ils vivent au grand air, ils font de la chasse. Là, on voit vraiment qu'il y a une hérédité qui est très positive, hein, certainement pas du côté des ouvriers moustachus alcooliques. Voilà. Et même chose pour ce qui est du racisme, c'est-à-dire que ces théories vont de pair évidemment aussi avec une classification des races entre guillemets, en considérant qu'il y a certaines races qui sont avancées et certaines races qui sont retardées, et que les races avancées, on doit favoriser leur reproduction, et que les races retardées, de toute façon, ont vocation à disparaître impitoyable de la sélection naturelle, enfin plus si naturelle que ça, puisqu'il s'agit en fait d'infléchir vraiment le cours de la société. Alors la Société britannique d'eugénisme, ceci dit, ce n'est pas encore les nazis, la Société britannique d'eugénisme se donnait plutôt pour tâche d'encourager la reproduction de l'élite, par exemple, euh, et les individus sains entre eux. Donc, il s'agissait de dresser une sorte d'annuaire voilà, des individus de, à bien voyager dans les régimes fascistes et totalitaires du XXe siècle. Et plus particulièrement chez les nazis. C'est-à-dire que chez les nazis, des mesures eugénistes ont été adoptées, je crois, dès 1935, avec quelque chose enfin oui, qui peut sembler assez étrange, l'interdiction des mariages entre juifs et entre guillemets ariens, et même l'interdiction des rapports sexuels entre juifs et ariens. Alors là, ça semble un peu étrange, mais les lois raciales ont très tôt affirmé l'interdiction pour les juifs de se marier avec des ariens. Alors les couples existants déjà étaient encouragés à se séparer, hein. Et d'ailleurs, il a fallu certainement beaucoup d'héroïsme aux aux femmes allemandes ou aux hommes allemands qui avaient épousé des juifs, enfin d'autres juifs allemands, pour, euh, pour en fait résister à la pression, parce que ces personnes qui avaient donc fait des mariages entre guillemets mixtes, hein, étaient vraiment extrêmement sollicitées pour rompre ces unions, hein. Et dans le cas où le conjoint ou la conjointe était divorcé, enfin faisait un divorce avec son compagnon, enfin plutôt son conjoint, à ce moment-là, en fait, il devenait susceptible, il ou elle devenait susceptible d'être déporté, hein. Donc les Juifs qui étaient mariés à des Aryennes ont eu la vie sauve, hein, et ceux qui divorçaient partaient dans les camps. Bon, alors, euh, en tout cas, dès 1935,
mariage entre juifs et ariens, et l'interdiction même de tout rapport extra-conjugaux, de tout rapport non marital, voilà, rapport sexuel en fait, entre des juifs et des ariens, sous peine de si un juif couche avec une arienne ou l'inverse, emprisonnement direct. Bon, alors vous voyez les mesures eugénistes dans le nazisme furent extrêmement violentes. Et alors, on pourrait se dire, oui, mais en fait, ce qui est violent, c'est plutôt d'appliquer des mesures coercitives à des règles d'eugénisme. Après tout, l'eugénisme pourrait être plutôt incitatif et pas forcément coercitif. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de mettre les gens. En fait, dans les deux cas, finalement, ça revient exactement à la même monstruosité, c'est-à-dire à dire aux gens que finalement, ce qui compte, c'est pas tellement leur choix en tant qu'individu autonome, hein, mais plutôt le patrimoine génétique qu'ils vont transmettre ou qu'ils risqueraient, entre guillemets, d'altérer, de dénaturer au contact de races inférieures, évidemment, mettez des guillemets. Je reprends ici, je ne fais que reprendre les termes de ces théories racistes eugéniques. Alors, qu'en est-il de Darwin? Est-ce que Darwin approuvait lui-même l'application de ces théories à la société? Darwin ne fait que décrire des phénomènes qui se déroulent dans la nature. A-t-il l'intention, pour sa part, de les imposer comme un mode de fonctionnement normal de la société? Eh bien, en fait, il pose la question. Il pose lui-même la question de façon qui peut sembler assez choquante, hein. Dans la de l'homme. Alors, le deuxième ouvrage de Darwin, le deuxième ouvrage très important de Darwin, La filiation de l'homme, est écrit 11 ans après le premier. Hein. L'origine des espèces, c'est... je vais le mettre ici dans les notes. Euh, alors, l'origine des espèces, c'est 1859. Et la filiation de l'homme, voilà, 11 ans plus tard. Bon, alors, dans la filiation de l'homme, Darwin pose la question, c'est-à-dire, est-il souhaitable que dans les sociétés, on essaye de diriger la reproduction des sujets humains, en partant du constat qu'il y a dans la société comme dans la nature, ça Darwin le dit, c'est vrai que c'est extrêmement choquant, des individus sains et des individus malsains. Des individus qui ont, en fait, dirait-on aujourd'hui, un patrimoine génétique qui les avantage, patrimoine génétique positif, et des individus qui ont un patrimoine génétique faible. Donc il y a des forts et des faibles, il y a des sains et des malades. Bon. Euh, Faut-il en fait empêcher la reproduction des uns, favoriser la reproduction des autres? Darwin le pose dans ces termes, hein, et il admet que on observe bien que la médecine prolonge la vie des faibles comme des forts, hein, et que la médecine du coup permet en fait la survie de populations qui sans cela, sans elle, serait appelé à disparaître. Bon. Et donc on peut se demander si c'est une bonne chose, puisque finalement la médecine développe, enfin rend viable des populations qui, sans cela, en fait, s'éteindraient. Et Darwin pose vraiment la question, hein, faut-il empêcher cela? Et il répond de façon très claire. Alors peut-être qu'il pose la question de façon très choquante, mais par contre la réponse qu'il donne est pour sa part extrêmement claire, c'est que c'est au contraire l'honneur de l'humanité de permettre à tous de survivre et de prodiguer les mêmes soins à tous sans distinction de race, de fortune, de classe sociale, de ce que vous voudrez. Hein. C'est-à-dire que Darwin reste parfaitement humaniste et il reconnaît parfaitement que la sélection naturelle qui a lieu voilà, dans la nature ou dans les fermes d'élevage ne doit pas être orchestrée la société humaine et que ce qui fait l'honneur de l'homme, c'est justement de protéger tous ses semblables sans distinguer, sans chercher à distinguer entre forts et faibles, entre races, entre classes sociales, etc. Hein. Donc il y a ici très clairement une rupture de l'humanité avec la règle de la nature. Si dans la nature prévaut finalement la loi du plus fort, hein, le triomphe du faible, le triomphe du fort, hein, l'écrasement du faible sous
la botte du fort, eh bien, il n'en va pas de même dans la société humaine, hein. Alors, j'ajouterais autre chose. Une autre objection contre contre le darwinisme social. Oui, vous avez compris, j'ai pas cité ce mot darwinisme social. Le darwinisme social, c'est Galton, en fait. C'est pas Darwin. Darwinisme social, c'est on applique la théorie de l'évolution à la société. Eugénisme, donc. Il y a un autre critique du darwinisme social qui est très intéressant, c'est l'anarchiste russe, pardon, Pierre Kropotkin. Euh, Pierre Kropotkin, en fait, est à l'origine, en fait, avant tout, un savant, comme Darwin, un naturaliste, hein, et c'est un darwiniste convaincu. Mais il a la certitude que le darwinisme social, c'est-à-dire eugéniste que nous avons évoqué plus tôt, ne reflète absolument pas la vérité du darwinisme. Pour une raison qui me semble passionnante, c'est que Kropotkin fait remarquer la sélection, la lutte pour la survie est un des moyens de l'évolution. Mais ce n'est pas le seul, hein, parce que la solidarité joue également un rôle. C'est-à-dire que les espèces, alors là c'est la thèse fondamentale chez Kropotkin, alors que lui retrouve chez Darwin. Il dit, voilà, je l'ai pris chez Darwin, je ne fais que développer des aspects de Darwin. Le Kropotkin affirme que, en fait, les espèces qui sont les mieux adaptées, qui ont le mieux évolué, ce sont les espèces qui sont les plus solidaires, comme par exemple les fourmis, les abeilles, toutes les espèces sociales. Alors, il prend des tas d'exemples chez les insectes, en montrant qu'en fait, les espèces qui présentent le plus de solidarité entre leurs membres, entre ses membres, sont les mieux adaptées, hein. C'est-à-dire qu'en fait, la solidarité est un facteur d'évolution, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement la concurrence de tous contre tous, la lutte féroce pour la survie, le fort écrase le faible, qui serait la loi de l'évolution. Alors voilà un argument très intéressant, vous voyez comme quoi il y a la même théorie scientifique peut donner deux lectures différentes, une lecture, on va dire, raciste ou fascisante, voire ultralibérale, hein, les deux sont compatibles, Galton, et une lecture, cette fois anarchiste, c'est-à-dire sur l'auto-organisation des sociétés humaines, enfin des sociétés en général. Bon, euh, deux postérités complètement différentes. J'ajouterai une dernière chose, c'est que si l'argument de Kropotkin peut sembler extrêmement intéressant, à nouveau, est-ce un argument pour dicter les conduites humaines? C'est-à-dire que peut-être qu'effectivement il y a de la solidarité dans la nature, peut-être qu'effectivement finalement la solidarité n'est pas étrangère au modèle de l'évolution, mais est-ce au nom en fait de ce fait naturel que l'on devrait dire les hommes doivent en faire autant? En fait, ce sont peut-être là deux questions différentes, à nouveau, hein. Donc voilà, nous retrouvons toujours et encore notre question. Le fait que tel processus soit dans la nature, en fait-il un modèle obligé pour les sociétés humaines? Pas forcément, hein, pas forcément. Voilà. Alors, je m'arrête ici pour cette vidéo et nous nous retrouvons pour la troisième et dernière partie de ce cours.